C'est au nord de Mimizan que nous commençons notre voyage vers la dune. Base de départ, la plage. Depuis des millénaires, la mer, le vent déposent ici des quantités inimaginables de sable. Mais l'aspect désertique de cet espace est trompeur. La preuve avec Hervé Thomas, naturaliste, aujourd'hui en mission pour l'ONF. Bonjour Hervé. Bonjour. De loin, on pourrait presque croire que vous promenez en dilettante à, ramasser des coquillages, chasser le papillon. En fait, vous travaillez, c'est ça? En fait, je regarde les laisses de mer, c'est-à-dire ces dépôts là, qui sont abandonnés par la mer à chaque marée. C'est ce qu'on voit là tout le long. Voilà, tout ce cordon là, qui marque d'ailleurs le niveau de la dernière haute mer. Là, quand elle se retire, elle laisse tout ça. Alors pourquoi étudier cette laisse de mer? Parce qu'en fait, on a souvent tendance à assimiler ça à un déchet. Et alors que c'est à l'origine de tout un petit écosystème, toute une source de vie. Si vous ramassez toute la laisse de mer, vous allez supprimer des petites bêtes dont, c'est vrai, personne n'a grand-chose à faire, elles ne sont pas très spectaculaires, mais vous allez aussi supprimer les oiseaux qui s'en nourrissent, que l'on voit se balader là comme ça sur la plage, et vous allez impacter toute une faune aussi qui est au niveau de la dune, ainsi que les plantes de la dune. On va voir? On va voir. Allez. Là, nous sommes dans la partie qu'on appelle quoi, le pied de dune? Pied de dune ou haute plage, c'est difficile, la frontière elle est difficile à dire. Dès qu'on commence à avoir des plantes, souvent on considère que c'est le début de la dune. Là, il y a tout un tas il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais c'est des espèces qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc il y a des insectes très très typiques, comme tout un tas de bêtes que je vais essayer de vous montrer. Tenez, regardez là, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, ce sont ces espèces-là qui servent d'indicateurs. Toutes les espèces qui vivent là, elles sont vraiment spécifiques de ce milieu. Totalement. Et avant d'être prédatées par des oiseaux, elles ont leurs propres prédateurs qu'on peut souvent trouver sous des troncs plus petits. Voilà, ça c'est le perce-oreille des dunes, très très typique. C'est vraiment une bête qui se confond avec le sable pour pas que les oiseaux les voient. Et c'est très très rapide. Il y a tout un foisonnement de petites formes de vie là, qui sont très très discrètes et qui nourrissent tout un écosystème ici. Et elles participent à la minéralisation du sol, à cet engrais qui est indispensable pour les plantes qu'on va avoir ici et qui vont être à l'origine de la dune. Un petit mot sur ce sable, il est quand même magnifique, il fait la réputation de la côte landaise. D'où il vient ce sable? Le sable, c'est dû à l'érosion, à l'usure des continents. Mais à l'origine, c'est nos montagnes, c'est les Pyrénées, c'est le Massif central qui se retrouvent sous cette forme-là. Beaucoup de sable, je comprends, mais alors pourquoi des dunes? Le principe, il est toujours très simple. On va avoir un obstacle qui est face au vent. Le vent transporte du sable sec, comme ça. Il va taper contre l'obstacle et il va s'accumuler, comme ça, au pied, créer un petit monticule qui, avec le temps, va devenir de plus en plus grand, qui peut recouvrir l'obstacle. Mais après, il suffit qu'il y en ait un autre par-dessus et on aura érigé une dune. Et ça se fait naturellement. Durant des siècles, dans les Landes, les hommes ont fui le bord de mer. Difficile d'imaginer à quel point le sable ne cessait de gagner du terrain, recouvrant habitat, culture. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un ingénieur des ponts et chaussées, Nicolas Brémontier, lança un grand programme de boisement afin d'arrêter la marche envahissante des sables. Aujourd'hui, c'est l'Office national des forêts qui gère et protège 80% de la côte sableuse. Fixer les dunes reste une nécessité. Qu'est-ce qui se passerait si cet équilibre était rompu? Ce serait un petit peu la catastrophe parce qu'on retomberait 200 ans en arrière avec à nouveau l'envahissement des sables et l'enjeu économique qu'il y a derrière disparaîtrait. Dans les outils à la disposition de l'homme, il y a des outils naturels. On a toujours entendu parler de l'Oya à l'école, c'est ça? Voilà, on se trouve devant un pied d'Oya. On en a partout ici. C'est une graminée qu'on a utilisée pour fixer les sables. Elle a besoin de sel et de sable pour vivre. L'Oya a un réseau racinaire extrêmement important. Le réseau racinaire, c'est une véritable toile d'araignée qui est là pour capter les moindres pluies. Dès qu'une pluie tombe, les racines vont capter tout ça. Et ce réseau racinaire, comme on voit qu'il y a des Oyas partout, ça entretient justement la cohésion des sables et donc ça contribue à ériger la dune. On a d'abord connu la façon dont vivent ces plantes avant d'exploiter ce qu'on connaissait pour justement le maintenir pour les générations futures.